Bonjour, bienvenue à Val d'Isère. Cette conférence est la suite de la première qui a été donnée le 18 décembre, ici dans cette même pièce. Le thème de la première conférence c'était, et la première conférence a montré un petit peu quels seraient les axes sur lesquels s'orienter pour en arriver là. Okay. C'était juste un résumé de la première conférence et maintenant la suite, je me suis dit, bon, maintenant qu'on a un peu parlé du décalage qui existait entre ce qu'on pourrait presque appeler l'offre et la demande, la manière de s'orienter vers un remède, c'est ce que j'avais appelé ici, quelle est la notion de business qu'a Val d'Isère. Et j'étais parti du principe que, comme à peu près 99% de la planète, on n'est pas différent des autres, c'est qu'il y a une mentalité de vente. Et ce que je propose, c'est de comparer cette mentalité de vente à un autre univers qui est celui de la métamorphose, qui serait une mentalité de service. Parce que dans la métamorphose dont on a parlé la dernière fois, on a bien compris que le monde des objets, de l'immobilier, de la manufacture, etc., il avait bien rendu service à l'humanité, mais maintenant il va falloir que cette humanité s'occupe d'elle-même. Et ça, on allait passer vers, au lieu de se préoccuper plus d'objets et de manufacture, la métamorphose, c'est quand on apprend à s'occuper des gens. Mais on ne peut pas, comment vous dire, on ne peut pas s'occuper de choses dont on ne comprend pas. Et c'est ça qui est absolument, moi qui m'a beaucoup étonné quand j'ai suivi tout le cursus de cette formation sur le fonctionnement des gens, je me suis dit, mais j'ai passé ma vie en imaginant connaître les gens, et je croyais même me connaître moi-même. Et en fait, c'était pas vrai. Il me manquait tout cet univers de sensations et de perceptions fines qui font toute la différence. Et quand je suis un acheteur quelque part, est-ce que j'achète un objet ou est-ce que c'est plus un lien issu de ces perceptions fines entre moi et la personne que j'ai en face de moi? Quelle est la chose que je peux exprimer à Val d'Isère et que je ne peux exprimer nulle part ailleurs? C'est en fait la question magique. Mais on ne va pas, pour y répondre, il faut revenir un petit peu en amont et prendre pied et avoir une assise sur des choses tangibles. Alors je vous pose la question ici. Une mentalité de vente, ok, c'est quoi pour vous? Essayez il n'y a pas de mauvaise réponse parce que là, on est engagé dans un processus qui va nous permettre de nous libérer de tous les dogmes qui sont rattachés à cette mentalité de vente. Donc il faut se jeter à l'eau, il faut un petit peu en parler. Déjà, la notion de vente, elle se distingue en partie, même si on pourrait faire le rapprochement entre le service. Vente, déjà, effectivement, on fait ce rapprochement matériel. Dans la notion de vente. Même si une entreprise, je ne sais pas, comme la téléphonie ou autre, finalement ils vendent davantage un service qu'un objet. Mais ça reste de la vente. Ok, ils vendent davantage un service qu'un objet. Et comment ça se fait que quand moi j'ai dit, s'il vous plaît, veuillez remettre ma ligne, elle ne fonctionne pas, on ne m'a pas cru. Il a fallu attendre le 22e jour qu'il y ait deux gars, ils sont venus à deux au cas où il y a de la contestation, comme ça ils sont un peu plus costauds. Mais jamais le client, qu'est-ce que j'ai vécu moi? De l'humiliation. On ne m'a pas cru, de la vexation, de l'humiliation. Les 21 jours sont toujours sur ma facture, on ne m'a pas déduit 21 jours d'abonnement. Mais on a essayé de dire, monsieur, la personne imparfaite, c'est vous. Mais quand il s'agit d'avoir quelque chose en échange, on ne veut plus de vous. Okay? Mais on ne s'en rend pas compte. Mais
sans s'en apercevoir, on le fait tous. Enfin, pas de contrer, de développer les choses autrement. C'est un peu la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Donc, une mentalité de vente, on avait dit qu'elle était liée sur l'objet, puis on a dit que Orange, c'était pas forcément, c'était un service de mauvaise qualité. Mais en fait, pour les managers d'Orange, il est excellent le service. Parce qu'on exclut le client et on essaye d'avoir l'argent. Que maintenant, on va même demander à une machine de vous appeler et vous mettrez vos numéros de carte bleue, comme ça, vous disparaissez complètement de ma perception. Je n'ai plus à voir une seule cellule humaine en face de moi et je récupère que de l'argent. Je veux appeler aujourd'hui Orange, une vraie personne au bout du fil, le comble, c'est spécialiste du téléphone. Peut-être que j'attends 20 minutes avec une musique, avec la P dièse, avec fait ci, avec fait ça, avec toutes ces singeries. Ça, pour moi, c'est un petit peu ce que j'explique. Tout le monde vit ses souffrances. Par exemple, s'il arrive une journée comme aujourd'hui, et qu'il a quelqu'un, un homme bourru, qui sort du chasse-neige en disant « Qu'est-ce que vous foutez là avec votre bagnole? Dégagez s'il vous plaît, vous ne voyez pas que vous gênez tout le monde ». Alors d'un côté, oui, je comprends, le chauffeur il s'est levé à 5 h du mat pour déneiger, le client il s'est levé à 5 h du mat, il s'est aussi trouvé coincé dans les bouchons, ils sont tous les deux dans des états psychiques très énervés, mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que ce genre de choses ne se produisent plus? Ben pour moi, hein? De considération avec tout le monde. Voilà, alors ici, je vais mettre à un point, puisque c'est Christian qui en a parlé, quelle est la relation avec vous-même? C'est la première chose, on va mettre le numéro 1 ici, il y aura un numéro 9, ça c'est le numéro 3, c'est le numéro 6, on va bien voir ce qui se passe. La première chose, c'est ici, se dire qui suis-je? Qu'est-ce que je ressens? Comment je fonctionne? Et c'est le b.a.-ba, mais c'est ce qu'on ne nous apprend jamais. Parce que si on commençait à nous apprendre qui nous sommes, ben peut-être que notre société, certaines personnes qui ont un petit peu de contrôle sur nous, perdraient une partie de ce contrôle. Du coup, ça c'est cette première question, c'est relation à soi. Quelle est la relation à soi? Je vais utiliser un exemple. Ferrari. Je l'avais utilisé l'autre fois, j'aime beaucoup cet exemple. Pourquoi Ferrari est ce qu'il est aujourd'hui comme fabricant de voitures? Ferrari sait pourquoi il fait des voitures. Ferrari a déjà répondu à cette question, relation avec lui-même. Et une Ferrari, c'est Enzo Ferrari qui a dit « Moi, le statu quo, je veux le faire péter, je veux être extravagant. Je vais fabriquer, je vais projeter cette extravagance sous forme de délire automobile, la consommation d'essence, rien à secouer, limitation de vitesse, rien à secouer, je fais péter le statu quo, je suis dans l'extravagance. Des prix faramineux, rien à secouer, des matériaux incroyables sur mes véhicules, c'est normal, c'est dans l'extravagance. Et ce qui se passe, c'est que cette relation avec lui-même, il l'a juste exprimée par le biais de la voiture. Qu'elle soit noble ou pas noble, chez Ferrari, elle est claire. Alors maintenant, si moi, je suis aussi extravagant, et que je comprends cette relation avec moi-même qui est une relation d'extravagance, c'est ce que je recherche, j'ai aussi envie de faire exploser le statu quo, eh bien, qu'est-ce que je vois chez Ferrari? Je vois l'expression de mon extravagance, elle est incarnée dans le véhicule. Donc je n'achète pas une voiture, j'achète quelque chose que je peux exprimer parce que ça correspond à quelque chose qui colle avec mon identité. Alors que quand je suis devant Peugeot, pourquoi Peugeot fabrique des voitures? Si Peugeot ne sait pas pourquoi, comment moi je saurais pourquoi?
Alors c'est fabuleux de faire les choses en Chine. On n'est tellement pas foutu de s'entendre entre nous, entre Français ou entre personnes d'une même nation, entre par exemple un employeur et un employé. Qu'est-ce qu'on dit? On se dit chouette, je vais aller monter mes usines en Chine. Je ne comprends déjà pas mes employés français, moi je suis le patron. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans un pays où je ne parle pas la langue. Ce sont des hiéroglyphes, ça n'a plus rien à voir avec notre vocabulaire, notre alphabet. Je choisis un univers de non-communication maximum. Et je vais mettre mes usines là-bas. Et après, 30 ans plus tard, on se pose des questions. Mais quand on réfléchit au truc, je ne parle pas le chinois, je ne comprends rien au chinois, mais tout ce que je sais, c'est que peut-être que je peux les payer pas cher, je peux les humilier, je peux les vexer, je peux les exploiter. Et surtout, moins je les entends piailler, puisqu'il y a 5000 km entre moi et la Chine, mieux je me porte. Ça s'appelle de l'exclusion. Et ce modèle-là, il est ce qu'il est, mais nous, à Val d'Isère, dans une industrie de loisirs, d'épanouissement, de services, de tout ce qu'on veut, on peut devenir un exemple et montrer autre chose. Je vais vous montrer à Val d'Isère une histoire d'identité qu'a foiré Topsky. Il avait dit, je vais faire du hors-piste, c'est qu'un petit groupe de 6 personnes, etc., etc. Mais il avait aussi une personnalité forte, c'est un Alsacien, il avait sa vision du monde. Il y a des gens qui sont venus le voir en disant, Pat, le jour où tu vends tes affaires, tu sais que tu te débrouilles pas mal, mais tu sais, avec nous, on a fait des écoles de commerce, on a de la trésorerie, on a des capitaux, on aimerait bien racheter ton affaire et en faire quelque chose. Ils sont arrivés et ils ont dit, les moniteurs, comment ils fonctionnent? Ah, c'est des indépendants, c'est des libéraux. Ils disent non, maintenant, il faut une feuille de salaire, il faut ceci, il faut cela. Les moniteurs de ski sont des individus très épris de liberté. Ben, on a commencé à changer le cadre. Du coup, c'était eux qui faisaient l'interface. C'était eux aussi qui connaissaient du cœur ce que Pat Zimmer voulait exprimer de l'intérieur. C'était son extravagance à lui, c'était son modèle à lui. Les nouveaux arrivants n'ont pas saisi quelle était la fibre émotionnelle, et 3 ans plus tard, le système périclite, parce qu'on lui a imposé des règles dogmatiques qui ne sont plus celles de l'émotion des êtres humains. Donc, il y a eu la relation de Topsky avec Topsky, elle a implosé parce qu'on a cassé cette relation. Okay. Et du coup, on arrive ici au point numéro 2, la relation avec les autres. Relation aux autres. Relation aux autres, c'est le point numéro 2 ici. Il a explosé. En fin de compte, il y a eu un décrochage d'affinité. Et pourtant, on était arrivé qu'avec un système de vouloir faire de la vente. Et ce qu'ont fait les gens qui ont repris Topsky, la première chose qu'ils ont mis en place, c'est qu'ils ont voulu prendre le contrôle, contrôler les moniteurs, contrôler les tarifs, contrôler la manière dont on allait louer les skis, contrôler. Au cœur du contrôle, il y avait le désir de vendre. Je prends juste un exemple. Topsky, c'est un très bon exemple pour Val d'Isère. Ils voulaient à tout prix vendre. Ils n'ont pas su lire ce qu'il y avait dans le cœur de l'ancien propriétaire, Pat Zimmer. Et ils n'ont pas su capter la relation qu'avait Pat Zimmer avec lui-même. C'est juste un exemple tout bête. Du coup, ils ont suivi le modèle classique donné par leurs écoles, mentalité de vente. Et la mentalité de vente, il y a quand même quelque chose à savoir. Pourquoi qui que ce soit voudrait vendre quoi que ce soit à quelqu'un? Ce qui m'intéresse avec ce questionnement, c'est de trouver quelle est la pensée racine, ou la motivation racine. Parce qu'on ne peut pas se sortir de cette... Quand j'entends ce que veut faire notre pays, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Tout le monde a les moyens d'être gentil avec un autre être humain.
c'est une question de perception, ce n'est pas une question de moyens. Donc ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'autre chose. Et l'autre chose, d'après ce que j'ai appris, elle est là. La raison pour laquelle on vend dans l'esprit vente ici, dans la mentalité vente, la mentalité old school, est la suivante. C'est parce qu'au fond de nous-mêmes, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Il y a un trou intérieur à boucher. Et on va chercher à boucher ce trou en essayant de prendre à l'autre ce qui semble nous manquer. Et selon la grille de fonctionnement de l'humanité telle que je la comprends aujourd'hui, il y a 9 grands trous. Et on est cette course en avant, cette course vers il faut que je fasse du chiffre, il faut faire du chiffre. En fin de compte, on est en train de dire je ne tiens pas debout émotionnellement, je ne suis pas une personne qui ait suffisamment travaillé cette relation à moi-même, et je suis dans le manque. Il faut à tout prix que je vende, il faut que je vende cette fourrure, il faut que je vende cette paire de skis, il faut que je vende plus de forfaits, il faut. Et en fin de compte, c'est parce qu'on a un malaise intérieur qui se manifeste. On a parlé des Français tout à l'heure qui étaient dans le numéro 6. Et le bling-bling dont on a aussi parlé, il est dans le numéro 3 sur les énéatypes, sur les 9 grands principes de personnalité. Et quand on a compris qu'il va falloir qu'on regarde à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on prenne conscience peut-être de qui nous sommes en termes de notre essence et plus qu'en termes de notre ego, là, la mentalité de vente va pouvoir faire une mutation. Sinon, on se retrouve tous dans le contrôle. J'ai peur pour moi. Donc on court. Solution, il faut choper le client. Voilà, j'ai entendu dire des gens parler de choper le client. Choper le client. Mais est-ce qu'on se rend compte de comment on parle? Mais contrôle, elle amène une mentalité de vente qui est tout bêtement la mentalité du manque. Je suis dans le manque et je suis en train de projeter de manière déguisée mon manque sur quelqu'un d'autre parce que je veux que c'est quelqu'un d'autre m'enlève le manque. Et tant qu'on est dans cet état d'esprit-là, on est prisonnier, on est vraiment prisonnier. Et la métamorphose qui s'ouvre à nous, dont j'ai parlé la dernière fois, c'est oser vivre d'autres perceptions, d'autres émotions, d'autres façons d'être. Parce que ça, ce monde-là, du contrôle, c'est le monde du faire, des fers humains. On va arriver de l'autre côté, chez les êtres humains. Et le ski, c'est quoi comme sport? C'est un sport hautement sensoriel. C'est un sport qui est hautement lié à nos perceptions. Sans perception, aucun progrès n'est possible. Et c'est une plateforme magnifique pour développer cette même relation qui existe entre les pieds du skieur et la neige. Pourquoi est-ce qu'on ne développerait pas une relation aussi fine, aussi subtile, aussi délicate entre les gens qui viennent ici et leurs hôtels, les restaurants, les tour opérateurs, les magasins? Quelque part, c'est même une aberration d'avoir un sport doté d'une sensibilité, d'une finesse, et puis de mettre en face des structures où on a l'impression d'être humilié, où on ne veut que notre argent. Maintenant, je vais montrer des possibilités sur l'autre univers. Cette relation avec nous-mêmes. Vous avez demandé on va demander à des patrons sur Val d'Isère, est-ce qu'ils cherchent à contrôler les choses dans la journée? Contrôler les employés, contrôler le chiffre d'affaires, contrôler le déroulement des choses? Ou est-ce qu'ils passent leur journée à se dire, ok, ici, je suis libre, je suis dans la liberté. Il va peut-être te dire, je suis libre dans le sens où je suis patron, mais
je regarde la comptabilité, je surveille les employés, il me faut un feedback sur ce qui se passe, je contrôle, je contrôle, je contrôle. Donc, il a le choix. Si la relation avec lui-même, avec vous, avec nous-mêmes, est une relation qui comprend qu'on n'a pas besoin de prendre quelque chose à l'autre, on va pouvoir après vibrer une sorte d'énergie, de non-désir qui, paradoxalement, va nous rendre très attractifs. Puisque l'autre qui est en face, il se dit « Waouh, on ne cherche plus à me manipuler. » Parce que le contrôle, il y a un deuxième mot pour ça, c'est la manipulation. Tout bêtement. Mais cette relation avec soi-même, elle va ouvrir un axe qui va nous amener vers la liberté. Donc, pourquoi j'ai une entreprise ou une affaire ou une activité à Val d'Isère? Est-ce que c'est pour faire de la vente, du chiffre, ce qui implique le contrôle? Ou bien, est-ce que je suis là pour exprimer peut-être autre chose? Ok? Et puisqu'on est dans l'expression, ça va être l'expression de ce qu'il y a de mieux à offrir, par exemple, de mieux à offrir, mais c'est l'expression qui compte. Ben là, elle est connectée avec le numéro 2, okay, qui est la relation à l'autre. Donc, si je suis patron, moi, de la STVI, qu'est-ce qui m'intéresse? De contrôler mon staff, contrôler mon chiffre d'affaires, savoir combien de gens je mets dans mes cabines, ou alors, est-ce que je sais que moi, je commence à équilibrer la relation avec moi-même, du coup, je deviens en mesure de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Mais tant que je n'ai pas fait ce voyage qui va m'amener vers ma liberté, je ne pourrai pas faire exprimer ces belles choses que j'ai compris en moi, faire passer le message envers les autres. Du coup, je ne pourrai pas exprimer de ce qu'il y a de mieux en moi à exprimer. Et quand je parlais d'une métamorphose, c'est ça. Ce que, personnellement, j'ai du mal à trouver dans cet univers, y compris à Val d'Isère, c'est la notion d'être apprécié et reconnu. Mais si je comprends que tous les individus qui viennent dans la station, là, je mets un petit peu mes propres idées, aimeraient plus d'appréciation et de reconnaissance. Et que chaque hôtelier le sait, chaque restaurateur le sait, la caissière, la serveuse, le serveur, le cuisinier, tout le monde le sait. L'office du tourisme, la mairie, tout le monde le sait. Et parce qu'ils ont compris que cette relation avec eux-mêmes, ils ont dû passer par une phase où ils ont dû apprendre à s'apprécier eux-mêmes. Et cet avenir sur une mentalité de service, à mes yeux, ça passe quand on va coopérer, ici, on sera en état de coopération avec le fait que nous avons compris qu'il s'agissait d'appréciation et que l'argent, les échanges d'argent, ce sont simplement des symboles d'échange d'appréciation entre êtres humains. Et quand je me sens apprécié, le transfert d'argent de ma poche vers une autre personne, c'est juste la notion de reconnaissance qu'il y a une appréciation qui circule et elle est matérialisée par une transaction d'argent. Donc on n'est plus dans « je cherche à prendre », on est maintenant « je fais circuler ce sentiment d'être apprécié ». Oui. Oui, donc il y a une énergie qui circule. Et oui, donc là,
arrive dans ce que j'appelle un univers de service. Et ce qui est bien, c'est que l'univers de service, qu'est-ce qu'il a? Ok? Il y a aussi deux flèches, parce que ça s'appelle, ce que j'ai simplement fait là, c'est un énéagramme des processus tout bête, qui permet de voir qu'il y a 2 points bas, il y a 2 points particuliers ici. Okay? Parce que quand on est dans la coopération avec la notion d'argent et d'appréciation de soi-même et des autres, okay, c'est ça le business. C'est juste une manière, comment est-ce que je peux montrer de l'appréciation pour l'autre. Okay? Donc je l'exprime, Ferrari a exprimé à sa façon, mais alors quelle serait la façon que Balthazar aurait pour exprimer ça? Et du coup, quand on est dans cette perception d'appréciation, on est dans un univers où il y a l'expression de ce qu'il y a de mieux. On est dans un univers qui favorise la liberté. On est dans un univers de service, mais ce qu'il faut faire, se rendre compte, c'est que cet univers-là dépend du fait qu'il va falloir coopérer avec cette idée d'apprécier, au lieu de ne pas coopérer et de chercher le contrôle. Et là, en fin de compte, c'est un pont psychique. C'est ni plus ni moins qu'un pont psychique qui est celui qu'il faut franchir. C'est ça l'enjeu. Alors, comment faire? Et l'objectif, et c'est l'offre que j'ai faite à Marc Boer, je lui ai dit que j'aurais été très heureux de prendre en charge une soirée par semaine de personnel saisonnier et les amener sur la première étape de comprendre la relation qu'ils ont avec eux-mêmes, okay? Donc, de manière à comprendre que quand ils vont voir la relation qu'ils ont avec eux-mêmes, ils vont découvrir le lendemain matin, même s'ils sont pieds par remontée mécanique et qu'ils déneigent leur télésiège, ils vont reconnaître des similitudes avec des gens, avec les clients. Du coup, ce jour-là, le comportement va changer. Mieux encore, si les patrons des entreprises, des hôtels, Monsieur Matisse, Monsieur Marc Boer, les gens, les acteurs économiques de la station travaillent là-dessus, ils vont s'apercevoir qu'ils ont dans leur parmi les avalins, les employés, des volontés extraordinaires qui ont été sous-estimées parce qu'il n'y a pas eu cette appréciation et cette compréhension. Et à partir de là, eh bien, au lieu de plonger dans le contrôle, ils vont pouvoir exprimer quelque chose d'autre. Et ils vont pouvoir ensuite laisser un chef d'entreprise qui n'est pas dans le conflit avec ses employés, eh bien, il donne quelque chose de très important à l'employé. Il donne la permission à l'employé de ne pas rentrer en conflit avec le client. Parce que si vous avez, par exemple, quelqu'un qui dit ouais, regarde, t'es encore arrivé en retard, t'es bon à rien, ceci, cela, eh bien, l'employé se sent dévalorisé. Et il va projeter, et ça c'est ce qui se passe vraiment dans les motivations inconscientes, il va projeter ce même comportement sur le client. Comme il a peur de son patron, il va présenter de la peur ailleurs. Il va la présenter auprès de la clientèle. Moi, je rentre dans certains hôtels très chers à Val d'Isère et je sens de la part du personnel derrière le comptoir, je sens s'ils veulent projeter sur moi une peur ou s'ils n'en projettent pas. Et si, quel que soit, on dit oui mais ça c'est le luxe. Non, le luxe ça ne veut pas dire projeter de la peur. Ça veut dire être dans l'ouverture et dans l'appréciation. Parce que s'il y a une grande somme d'argent qui va passer pour payer le prix de cette chambre d'hôtel, eh bien il faut qu'il y ait une mesure équivalente, enfin il y a une quantité équivalente d'appréciation, et on ne peut pas apprécier, on ne peut pas aimer ce que l'on ne connaît pas.
Donc, est-ce que ici tout le monde aime vraiment du fond du cœur chaque touriste? Ben, avant de pouvoir les comprendre, il faut les aimer. Et avant de les aimer, il faut déjà voir cette relation avec nous, avec nous-mêmes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Hein? Et ça, alors, c'est ça l'enjeu. Oui? Oui? La seule difficulté, c'est que finalement, la partie gauche de votre tableau, elle est contre nature. C'est-à-dire que naturellement, lui-même va plutôt être tourné vers la partie droite de votre tableau. Rien que si on prend d'un point de vue étymologique, le mot travail, parce que là, on parle avant tout de relation de travail. Nous sommes d'accord. En fait, la notion de travail, le mot travail est tiré d'un instrument de torture au départ. Et donc la torture, par essence, c'est en totale contradiction avec la liberté. Je vais voir si je l'ai en vidéo, parce que ça c'est super ce qui est en train de se dire. Oh. Ah ben c'est bon, alors le travail égale torture, mais ce qui me fait plaisir, je vais quand même dire un petit peu quelque chose sur mon passé. Moi j'ai vécu aux États-Unis et au Canada, donc 10 ans au Canada, 1 an aux États-Unis. Et effectivement, en revenant de ces pays, j'ai bien découvert que dans le psychisme, dans le conditionnement du français, travail égale torture. Et je ne suis pas sûr que l'herbe qui pousse, même si elle arrive à pousser à travers une chape de goudron, de béton, si elle considère qu'elle fait du travail pour pouvoir égale expression. Si on n'a rien à exprimer, on n'est pas dans la vie. La vie, elle est dans l'expression. L'ego, le diktat de nos écoles, de nos administrations, etc., peut-être qu'ils nous ont envoyé cette équation travail égale torture. Mais quand je reviens à la chose dont il était question au dernier séminaire, à la dernière conférence, dans cet état de métamorphose, c'était justement ça, c'est qu'il y allait y avoir un basculement, que le travail ne peut plus continuer d'être associé à la torture. Parce que si je suis là pour rendre service, je suis dans une industrie de service, où les skieurs, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est sur la piste? Il veut peut-être s'exprimer, il a peut-être quelque chose, mais pourquoi qu'on montre pas ce que c'est que d'encourager l'expression à l'intérieur même des structures du soi-disant service? Et que du coup, est-ce que je suis sur Terre pour subir cette torture, ou est-ce que je suis sur Terre pour exprimer quelque chose de fort en moi? Et là, on retombe sur la question du point numéro 1, qui était le point d'identité par rapport à soi. Donc, tout le malaise que l'on voit dans notre industrie, et encore, si je faisais ce discours chez Renault, il me disait, Bernard, ça ne va peut-être pas être facile, mais dans l'hôtellerie, la restauration, un serveur, une serveuse qui vraiment arrive à sentir au niveau du cœur, qu'est-ce qui se passe dans l'intérieur de ces gens? Ils sont dans la queue, ils attendent, on a mis du temps, on n'a pas jeté un regard en disant je suis à vous dans 30 secondes, on les a envoyés, pas de vous gêner, puis on passe avec tous les plats. Non. Là, la torture, elle est dans l'esprit de celui qui travaille. Mais dans à l'intérieur du même bonhomme, il y a peut-être une expression qui est issue d'un autre niveau. Okay? Et qu'est-ce qu'il y a? Si j'associe travail et torture, c'est que vraiment en moi, il doit me manquer quelque chose. Puisque je suis prêt à même me soumettre à la torture, parce que j'ai un tel vide en moi que je fais n'importe quoi pour essayer de le combler. Alors que si je suis en accord avec la partie essence de mon être, et non pas la partie égo, qui est la partie qui en fait aussi elle est contrôlée par l'intellect, il n'y a pas de torture. Mais c'est extrêmement, ce point, il est hyper important. Et c'est pour ça que dans notre industrie, est-ce qu'on peut encore se permettre ici à Val d'Isère, de faire cette association travail égale torture? Parce que si jamais cette idée, ce ressenti pénètre dans la fibre du client qui vient de loin, qui vient chercher quelque chose
pour se nourrir lui-même, il veut se libérer de son propre état de limitation. S'il a en face de lui des gens dont le mode d'opération est travail égale torture, ça va être capté. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'appelle crise économique, parce que tout le monde en a marre de ce travail égale torture. Torture égale crise. Ok? Et puis, et là, on a l'esprit pernicieux. Ok? Comme le travail égale torture, je vais aller faire travailler les Chinois. Je vais torturer des gens avec qui je ne peux pas communiquer, je ne connais même pas la langue. Du coup, cette torture, elle me fait moins mal. Je vais faire mal à un autre, loin, je ne le vois pas, je ne le comprends pas. Mais faites attention, la Chine, c'est un pays qui, de par la structure de son langage et sa manière d'être, c'est et je dis simplement qu'il faut qu'on fasse attention, mais c'est un pays qui est capable de raisonner avec le cerveau droit, alors que nos modèles à nous, Européens, ils sont tous basés sur le cerveau gauche. Le cerveau gauche, l'analytique, le rationnel, le logique. Okay. Mais dans l'histoire ancienne de la Chine, il y avait aussi une énorme composante du cerveau droit, et puis même leur manière de faire les mathématiques avec leur ligne quadrillée, où le résultat des multiplications, il n'est pas calculé de manière rationnelle, il apparaît de manière géométrique. C'est complètement le cerveau droit, ça. Donc, travail égale torture, mais mon avis à moi, c'est que ça, c'est pas naturel. Et que le naturel, c'est travail égale expression. Si un homme ou une femme n'a pas quelque chose, n'a pas une envie d'exprimer quelque chose dans sa vie, ben, qu'est-ce qu'il fout dans une chambre de torture? Ah, il va me dire, ouais, mais je suis obligé de manger. Non, préfère mourir que d'être dans la torture. Parce qu'au moins, on la supprime, cette torture. Mais le gars, il dit, mais tu te rends pas compte, il y a ceci. Est-ce que cette notion de... On pourrait mettre travail égale expression, et je vais vous dire pour moi, quelle est la chose qui m'a permis de basculer? C'est quand j'ai travaillé sur ma propre identité, je me suis aperçu que j'avais mes propres auto-tortures, et à partir du moment où je les ai confrontées, ça m'a permis de vraiment dire, mais tous ces gens qui viennent aussi au ski, qui sont nos invités dans la station pendant une semaine, eux, s'ils n'ont pas fait ce travail, ils vivent aussi travail égale torture. Et on va leur soumettre sans faire exprès, inconsciemment, de par notre manière d'être, on va projeter encore de la torture sur des gens qui, à mon avis, devraient venir ici en station pour s'affranchir de toutes les misères et les tortures de la vie qu'ils subissent le reste du temps. En fait, ils retournent dans la maison. Voilà. Et pour moi, ça serait une manière de ne plus regarder Courchevel. Et on commencerait à dire, qu'est-ce que je peux exprimer à Val d'Isère que je peux l'exprimer nulle part ailleurs? Eh bien, je me libère de mes tortures. Ça peut paraître bizarre comme slogan, mais là, il y a quelque chose de très important qui a été dit ce soir. Si on fait tout pour que la notion de travail égale torture, qu'elle se dissipe chez nos touristes, ils se diront, je vais à Val d'Isère parce que vraiment c'est un lieu où je vais pouvoir m'épanouir, je vais pouvoir reprendre ma vie en main, et puis c'est super, si j'ai envie de faire du ski, je fais du ski, etc. Et je sais que partout où je vais, à chaque endroit, chaque instant, chaque lieu, Je me sens bien. je sens que je peux me libérer et commencer à m'exprimer et à moins subir mes propres tortures. Et on avait appelé ça les vacances ou le loisir, on a mis des mots niaiseux. Là, on est en plein dedans, là. Et fabuleux, bravo, hein, bravo. Je dis bravo à cette audience. Voilà, donc expression. Alors maintenant, on y vient à ce que j'ai dit. Qu'est-ce que je peux exprimer
à Val d'Isère que je peux exprimer nulle part ailleurs. Je n'ai pas dit qu'est-ce que je peux torturer à Val d'Isère que je ne peux torturer nulle part ailleurs. Le mot que j'avais mis sur le mail, quelle est la chose que je peux exprimer à Val d'Isère que je peux exprimer nulle part ailleurs? C'est simplement que si au lieu d'embaucher des saisonniers qui arrivent de manière non spécifique, parce qu'ils ne savent pas qu'ici c'est un lieu où il s'agit d'exprimer quelque chose. Ils acceptent une torture à travailler dans un hôtel ou dans un magasin parce qu'ils vont faire du snowboard le reste du temps. Donc ils se disent, un peu de torture, ouais, mais d'un autre côté, je vais faire du snowboard, du ski. J'accepte, mais ça tient. Ça ne va pas tenir à distance, ça. Alors que si on était très très clair, tout comme Ferrari est clair, et après on dit, ok, je sais qu'à Val d'Isère, il y a une philosophie, il y a une façon d'être, une façon de travailler, et que vous êtes dans l'expression de quelque chose qui permet aux gens qui vont venir dans la station de se libérer de leur torture. Moi, je veux faire partie de cette idée, et c'est pour ça que je frappe à votre porte et que je veux travailler dans votre entreprise. Déjà, c'est plus la même personne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette personne, elle va automatiquement s'insérer dans une mentalité de service parce qu'elle a compris qui est Val d'Isère. On revient toujours à cette identité. La chose la plus importante, c'est vraiment ce point numéro 1, la relation avec soi-même. Tout commence là. Si cette relation, elle n'est pas, il n'y a pas d'introspection, garantie, on pas dans le contrôle, on n'a pas la flèche qui nous mène droit dans le contrôle. Terminé. Et ouais, je pense qu'il y a des choses formidables qui se passent, mais comme partout ailleurs, c'est pas que Val d'Isère, je pense que c'est national, et c'est planétaire. Et c'est pour ça que dans un lieu ici, qui est vraiment basé sur qu'est-ce qu'on a d'autre à offrir que quelque chose sur le plan de l'humain. Ouais. C'est ça une industrie du loisir, du loisir, des vacances, etc. Et là-dessus, il y a des tas de stratégies, enfin, plus que des stratégies, la découverte de ce qui nous anime à l'intérieur, les processus de nos fonctionnements inconscients, une fois qu'on les regarde en face, on s'aperçoit qu'on s'est auto-emprisonné et on commence à faire un chemin d'auto-libération, et à partir de là, on va donner la permission à tous ceux que l'on rencontre de s'auto-libérer.